le Sénégal. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission de ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Traque des biens mal acquis, Karim Wade est mis en demeure pour la deuxième fois. Le premier conseil des ministres sous l'ère Aminata Touré, l'emploi des jeunes et des femmes, priorité des priorités pour le nouveau gouvernement. Pour débattre de toutes ces questions, Babacar Fall reçoit ce dimanche 15 septembre 2013 dans Remue Ménage Abdelaziz Diop, conseiller à la présidence de la République, et Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication. Remue Ménage dimanche 10h-11h avec Babacar Fall sur la RFM, la radio de toute l'actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'écouter RFM. Remue Ménage, nos invités sont arrivés, tout trempés quand même. Cette énorme pluie est tombée ce matin sur Dakar. Madiambal Diagne, Abdelaziz Diop, bonjour. Bonjour. Alors, nous restons dans l'eau pour parler de cette pénurie. Un tuyau de la SDE qui se casse à l'usine de Keur-Marsar dans la région de Louga, et tout Dakar privé d'eau, avec même des conséquences sur la distribution de l'électricité, puisque le refroidissement des machines de la Sénélec se fait avec l'eau que la SDE conduit à Dakar. 3 jours, 4e jour de pénurie d'eau. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que Dakar est en danger si la ville de Dakar tient à un tuyau, Madiambal Diagne? Je vous remercie, Babacar. Je salue les auditeurs de la RFM. Je pense que le constat que vous faites est juste. C'est assez inquiétant qu'une panne qu'on peut considérer comme dans l'ordre normal des choses, parce qu'un tuyau qui éclate pour une société de distribution d'eau, je crois qu'il n'y a rien a priori qui doit surprendre ou bien qui doit étonner. Maintenant que cette situation arrive à paralyser Dakar, parce que l'électricité ne marche plus pour une bonne partie du réseau, du fait de l'arrêt de la centrale de Kounoune, comme vous le dites, mais le calvaire des populations. Vous sortez, vous voyez des gens avec des bassines d'eau qui font le tour de la ville, ou bien pour chercher des puits, ou bien pour chercher des points d'eau les plus rudimentaires pour pouvoir, avec les dangers que cela comporte, pour pouvoir s'approvisionner et approvisionner leur famille. Je crois que c'est inacceptable. Ce que ça pose comme question, c'est qu'est-ce qu'on a fait dans ce secteur des infrastructures en matière hydraulique depuis l'indépendance. Parce que c'est le tuyau de l'acte de guerre, c'est le tuyau que nous a laissé le colonisateur. Qu'est-ce que nous avons fait entre-temps? Qu'est-ce que nous avons disons, consenti comme réalisation dans le secteur pour mettre Dakar à l'abri, comme vous le dites? Et le plus grave dans cette situation, c'est aussi l'absence du gouvernement et de l'État dans cette situation. Je trouve qu'il est inacceptable qu'on n'ait pas entendu une voix du gouvernement pour s'émouvoir de cette situation, s'en indigner et enjoindre à la SDE les explications de régler le problème en urgence. Quelque part, il y a un dysfonctionnement. Quelque part, il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il aurait dû faire. Quelque part, il y a une carence. Quelque part, il y a une faute. Et je pense que le gouvernement aurait le beau rôle aujourd'hui d'agir, parce que le gouvernement n'a pas une responsabilité directe dans cette situation-là. Mais le gouvernement est là pour nous protéger, pour nous défendre. Le gouvernement doit élever la voix pour exiger des comptes aux responsables de la SDE qui nous ont mis dans cette situation-là qu'on ne trouve pas, que je ne peux pas accepter. Et pour moins que ça, on a vu le gouvernement réagir. Moi, je me souviens la semaine dernière, il a suffi simplement d'une déclaration de Tahaoutem sur les institutions de la République pour qu'il y ait un branle-bas au niveau du gouvernement pour s'émouvoir cela et polémiquer avec le mouvement d'Ibrahim Fall. Mais cette question fondamentale de l'eau, cette question fondamentale du sort des populations et de leurs conditions de vie ne semble émouvoir personne. Je trouve que c'est inacceptable. Abdelaziz Diop. Oui, bonjour Babacar, bonjour Madiambal. Bonjour aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent ce matin sur la RFM. Je me réjouis que Madiambal ait réagi comme il a réagi, c'est-à-dire un citoyen sénégalais face à une situation, à des désagréments liés à l'approvisionnement en eau potable à Dakar. Singulièrement dans certaines parties de Dakar. Moi, je continue à vivre au sein des populations sénégalaises. Je ne suis pas dans un quartier UP, bien que je sois
conseiller de Monsieur le Président de la République, et je dois vous dire que mon épouse et mes enfants traversent la route pour aller chercher de l'eau. Il a fallu de peu pour que je ne me douche pas avant de venir à cette émission. C'est dire que, en citoyen sénégalais, ces désagréments sont insupportables et qu'il faut naturellement, comme il vient de le dire, que les autorités compétentes montent au créneau pour assurer les populations. En quoi faisant? D'abord, il faut que le tuyau incriminé soit réparé dans les meilleurs délais et que l'approvisionnement en eau potable redevienne normal à Dakar. Il est évident que nous ne pouvons pas rester suspendus à un seul tuyau. Ce n'est d'ailleurs pas le cas, parce qu'il se trouve, je le disais il y a un instant, que les membres de ma famille qui traversent la route sur une artère à grande circulation s'exposent à des dangers. Ça veut dire qu'il en trouve quelque part, pour nous permettre de nous soulager en tant que famille. Et c'est le cas en particulier dans la zone où je vis, la Liberté 5. Cela dit, et je suis... Madiambal pose la problématique des infrastructures hydrauliques au Sénégal. La problématique des infrastructures se pose en général. J'aime bien la formule qu'utilise le géographe Sergueï Tiers-Monde quand il dit qu'il faut que les infrastructures dialoguent. Le dialogue des infrastructures, ça veut dire que une infrastructure ne doit être installée n'a de sens que lorsque cette infrastructure, du fait de son installation, n'engendre pas de nouveaux désagréments. Donc c'est un désagrément insupportable pour les populations. Il faut parer au plus pressé, il faut résoudre le problème, mais dans une perspective. La perspective, c'est quoi? La perspective, c'est quoi? C'est que la pression démographique dans cette partie côtière du Sénégal fait que nous devons repenser tous les approvisionnements, en particulier l'approvisionnement en eau pour contenir la croissance démographique. Et penser surtout à repeupler notre pays pour que, en définitive, lorsque les infrastructures dialoguent, ça puisse nous éviter durablement les désagréments que nous connaissons en ce moment. Nous sommes dans Remue Ménage, l'émission qui analyse et commente l'actualité de la semaine. Nos invités, Abdoulaziz Diop, conseiller à la présidence de la République, et Madiambal Diagne, patron du groupe de médias Avenir Communication. Nous en venons aux actualités politiques, surtout politiques et judiciaires, si vous voulez. On parlera de Karim Wade, on parlera d'Idrissa Seck. Mais arrêtons-nous sur le cas Sidiki Kaba, le nouveau garde des Sceaux, ministre de la Justice. Il s'est déplacé à Tambacounda, sa région d'origine, ce week-end, et il a annoncé son entrée dans l'arène politique. RFM a essayé même d'analyser ça quand on a reçu le communiqué du ministère de la Justice sur ce déplacement de Sidiki Kaba à Tambacounda, qui a déjà assez fait parler de lui pour des positions qu'il a prises sur certaines questions, des questions qui l'ont rattrapé quand il a été nommé à la tête de ce ministère. Madiambal Diagne, Sidiki Kaba en politique, de votre position d'analyste, est-ce un bon choix pour lui? Est-ce qu'il ne se trompe pas de carrière avec le cursus qu'on lui connaît? Je ne pense pas qu'il se soit trompé de carrière. Je pense que Sidiki Kaba est un homme intelligent, c'est un homme d'une grande valeur intellectuelle et c'est vraiment une valeur sûre. Si Sidiki Kaba a décidé de franchir le pas, je pense qu'il l'a fait en connaissance de cause et après avoir mûrement réfléchi sur la question. Je crois que c'est pas sur un coup de tête qu'on prend des décisions pareilles. Et permettez-moi aussi de passer un message à Sidiki Kaba et sa famille, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il a fait un accident. Il a fait un accident et qu'il y a eu des blessés. Nous allons espérer que ces blessés-là vont se rétablir de façon très prompte. Maintenant, je pense que l'engagement de Sidiki Kaba en politique, ça entre dans le cadre de l'élargissement de la base politique que le président Macky Sall a voulu imprimer à son action. Il avait demandé à ce que son parti se structure davantage. Il avait demandé à ce que ses collaborateurs l'aident dans son action politique. Je crois que Sidiki Kaba a répondu à cette demande-là. Maintenant, cet engagement politique, quelque part, ça répond a posteriori à une demande des jeunes de Tambacounda. Je me souviens, lors de la formation du gouvernement, il y avait des jeunes de Tamba qui manifestaient en disant que cette fois-ci, ils voudraient que le président Macky Sall mette quelqu'un de chez eux dans le gouvernement. Sidiki Kaba a installé sa base à Tambacounda. Je pense que quelque part, c'est une réponse à cette demande-là. Je ne peux pas le juger.
c'est un homme qui décide de s'engager en politique. Il avait une posture qui était dans la société civile. Maintenant, il a décidé de franchir le pas. J'attends de pouvoir le juger sur pièce pour savoir est-ce que son engagement politique lui coûtera la crédibilité. Est-ce que son engagement politique... Mais Madiambal, c'est comme si Madiambal se retrouve dans un parti politique. Vous étiez déjà dans un parti politique. Hein? Heureusement pour nous tous, vous êtes avec nous dans le monde des médias. Vous dirigez même le groupe des éditeurs et patrons de presse. Alors Madiambal, les inquiétudes de l'opinion peuvent résider dans le fait de voir ces piliers, ces sentinelles qui sont en train d'être phagocytés par les partis politiques. Abdou Latif Coulibaly, Ali Mountin qui quitte la RADDHO, qui dirige une structure de l'État, tout cela. Sidiki Kaba aujourd'hui, mais finalement, on en perdrait toutes nos sentinelles. Les sentinelles de la démocratie, comme les médias les surnomment. Il ne faut pas se tromper dans l'analyse. Moi, je pense que ce n'est pas parce qu'on est dans la société civile qu'on est sentinelle de la démocratie. Ou bien qu'on soit politique, qu'on ne soit pas sentinelle de la démocratie. Je crois que dans les deux côtés, on trouve des gens de qualité, comme on peut trouver peut-être des gens sans scrupules. Il faut juger les gens par rapport à leurs actes. Tout à fait. Je suis aujourd'hui dans une posture de la société civile, mais effectivement, vous avez eu à le rappeler, très tôt j'ai milité comme politique. Oui, j'ai eu un engagement politique que j'ai assumé. Rien n'exclut que demain je puisse avoir un engagement politique, comme vous autres. Donc c'est en fonction de la situation du moment, en fonction des éléments qui sont à la possession de l'individu et de son choix de carrière et de sa projection que la personne définit son... Ça ressemble à de l'opportunisme finalement. Non, mais écoutez, prendre une décision aujourd'hui, décider autre chose demain, je pense aussi c'est dans une dynamique de la vie de l'homme. Je ne veux pas a priori dire que c'est parce qu'on est dans la société civile qu'on est une sentinelle, qu'on est bon, qu'on est aux côtés du peuple. Qu'on est de l'autre côté de la politique. Moi je pense que j'ai eu à pratiquer des hommes politiques. J'ai du respect pour beaucoup d'entre eux, comme j'ai peu de respect pour beaucoup d'entre eux. C'est en fonction de la posture, en fonction des convictions défendues par l'un et l'autre. Je ne veux pas a priori dire par exemple que c'est parce que Latif Coulibaly est dans le gouvernement qu'il a renié ses engagements ou bien ses convictions politiques. Ou bien que Sidiki Kaba entre en politique, qu'il a renié ses engagements et ses convictions politiques, ou bien ses convictions citoyennes ou ses convictions de démocrate ou de personne épris de liberté et d'indépendance et de justice. Vous parlez de Alioune Tine, mais Alioune Tine n'est pas encore en politique. Il n'est pas encore, mais il est un collaborateur du président de la République. Tout comme Abdou Aziz Diop, vous êtes conseiller du président de la République. Est-ce que c'est Macky Sall qui a demandé à Sidiki Kaba de s'engager? C'était le deal pour qu'il soit nommé ministre ou bien? Je n'ai aucune idée de ce que le président Macky Sall et Sidiki Kaba, qui est son ministre de la Justice, ont dit, se sont dit. J'en ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que Sidiki Kaba est un Sénégalais. Et un Sénégalais, en principe, et c'est ce qui fait d'ailleurs que je suis très fier d'être Sénégalais et content de vivre dans la société démocratique dans laquelle j'ai choisi de vivre, qui est la société sénégalaise. Nous sommes des hommes libres et des femmes libres au Sénégal. Je l'ai dit sur le podium du mouvement du 23 juin à l'époque. Les Sénégalais sont un peuple libre. Ça veut dire que chacun d'entre nous est libre de ses mouvements. À partir de cet instant, si Sidiki Kaba prend la liberté de s'engager en politique, je ne commente pas une liberté. Je ne fais aucun commentaire sur la liberté des gens. Moi, je n'ai pas d'opinion sur la liberté des gens. Je n'ai d'autre choix que de respecter leur liberté. Cela dit, Sidiki Kaba, qui entre en politique, va s'exposer aux rigueurs de la politique et va en conséquence se réajuster par rapport à ça. Mais ce qui me semble encore plus important, de ce point de vue, ce n'est rien de tout cela. Ce qui me semble important, c'est que nous ne pouvons pas au Sénégal continuer indéfiniment à criminaliser la politique. Si en même temps nous demandons aux hommes et aux femmes politiques de résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, ça n'a aucun sens. Vous ne pouvez pas, en longueur de journée, 24 heures sur 24, demander, on vient de le faire, sur l'approvisionnement en eau. Où est le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement dans cette affaire-là? Dakar paralysé parce qu'un tuyau aurait éclaté. Donc, puisque nous interpellons indéfiniment les hommes politiques sur les problèmes auxquels nous sommes confrontés, 365 jours sur 365 jours, si en même temps nous criminalisons la politique, nous ne sommes pas... J'ai oublié d'ajouter dans cette liste de gens qui étaient des sentinelles de la démocratie, j'ai oublié de vous ajouter. Les premières heures de la nouvelle alternance, vous avez rallié... Je m'ajoute moi-même. Je me suis ajouté moi-même de manière transparente.
en publiant mon adhésion à l'Alliance pour la République sur ma page Facebook. Je ne peux pas être plus transparent que cela, parce que je suis libre de mes choix. Je répète, nous ne pouvons pas attendre des hommes politiques la solution de nos problèmes politiques, de nos problèmes économiques, de nos problèmes sociaux et de nos problèmes culturels, tout en criminalisant l'action politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous attendons de la politique des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés, il faut que la politique se fasse autrement. Je m'engage en politique pour faire la politique autrement. Pour prendre à bras le corps, après avoir fait un diagnostic clair des questions qui sont des questions auxquelles sont confrontés les Sénégalaises et les Sénégalais, trouver en politique les solutions à ces problèmes-là. Et j'en ai une idée assez claire que j'exposerai lorsque, d'ailleurs, nous parlerons du premier conseil des ministres et du gouvernement. Finalement, le gouvernement tout politique, ça commence à véritablement prendre forme. Il ne reste que les ministres de l'économie, des finances et du budget, et peut-être le ministre des Affaires étrangères, même si ce sont des cas hautement improbable d'adhésion à la paire. Je ne sais pas. Non, je dois vous dire que le ministre des Affaires étrangères est déjà engagé dans la paire au niveau de Dagana. Ah, très bien, ça marche. Alors, Madame Baldiagne, nous allons toujours parler politique, parti politique, avec le désengagement d'Idrissa Seck de la coalition Benno Bokk Yakaar, la coalition de la majorité, coalition au pouvoir. Aujourd'hui, Madame Bal, est-ce que il y a une lecture politique particulière qu'il faut faire du départ d'Idrissa Seck de la coalition Benno Bokk Yakaar? Moi je pense que, comme on a l'habitude de dire dans la presse, le départ d'Idrissa Seck de la coalition Benno Bokk Yakaar est un train qui arrive à l'heure. C'est dans l'ordre normal des choses. Moi je me souviens, en février dernier, j'avais fait un papier pour dire que Idrissa Seck et Macky Sall ne peuvent pas continuer à cheminer assez longtemps, dans la mesure où leurs perspectives politiques, leurs carrières politiques sont antinomiques et qu'il faudrait forcément qu'ils se tournent le dos pour que chacun puisse mener son chemin. C'est ce qui vient d'arriver. Je pense qu'en politique, il faut savoir faire des choix. Et je suis contre le principe de voir tout le monde dans un gouvernement, tout le monde dans une coalition au pouvoir. Un pays a besoin d'une opposition forte, d'une opposition structurée, d'une opposition crédible pour donner la dragée haute au parti au pouvoir. Donc moi je parle de ce postulat, qu'il est important que l'opposition soit forte, que l'opposition soit renforcée par exemple une personnalité comme Idrissa Seck, qui pourra peser sur le débat politique et surtout servir de vigie à l'action du gouvernement. C'est important. Autrement, je donne l'exemple de la situation qui était arrivée au Mali. Il est arrivé à un moment au Mali qu'il n'y avait personne dans l'opposition. Tous les partis politiques, toute la société civile, toutes les voix qui comptaient dans ce pays-là se retrouvaient autour de Amadou Toumani Touré pour être au gouvernement. Il n'y avait pas une voix discordante. On a vu ce à quoi ça a mené. Donc il est important aujourd'hui qu'il y ait une opposition et je pense qu'il est dans l'ordre normal des choses que Idrissa Seck et Macky Sall se séparent parce qu'ils ne peuvent pas continuer à cheminer jusqu'à une prochaine élection présidentielle à laquelle tous les deux seront fatalement candidats. Et je trouve que Idrissa Seck a intérêt déjà à prendre ses distances. Autrement, il sera comptable de l'action du gouvernement à l'heure du bilan et donc il sera mal placé pour pouvoir pourfendre un quelconque travers de gouvernance de Macky Sall. Donc déjà qu'il prend ses distances de ce régime-là, je pense que ça clarifie le jeu politique et aussi ça permet à l'opinion publique de pouvoir se dire, écoutez, nous sommes maintenant en devoir de nous attendre d'une proposition de gouvernement alternative faite par exemple, un camp autour des Idrissa Seck ou bien autour d'une opposition structurée. Je reviens à vous sur la même question, Madame Baldiagne, dans un instant. Abdoul Aziz Diop, on a entendu déjà le président Macky Sall déjà considéré dans une interview qu'il estime qu'Idrissa Seck était déjà dans l'opposition avant quand même cette décision de la direction de Rewmi ne décide de sortir de la coalition Benno Bokk Yakaar. Vous montrez à l'opinion que cela ne vous affecte pas de voir Idrissa Seck vous quitter et de rejoindre l'opposition. Je ne vois pas pourquoi la démocratie va affecter un démocrate. Je ne connais pas un démocrate qui puisse être affecté par la démocratie. Et encore une fois, par la liberté des gens de se mouvoir et de prendre la direction qu'ils considèrent la meilleure pour eux. Je ne vois pas où est le problème. Donc, vous comprenez à partir de cette... Est-ce qu'Idrissa Seck, il n'est pas préférable quand on fait de la politique, un profil comme Idrissa Seck, peut-être que c'est mieux de l'avoir avec soi que de le voir en face? Nous n'avons pas la même opinion sur le profil.
Si vous voulez qu'on parle du profil, on peut en parler, j'ai pas envie d'en parler. C'est parce que j'ai pas la même opinion que vous. C'est quoi le problème avec le profil d'Idriss Seck? Je n'ai pas la même opinion que les journalistes en général, dès lors qu'il s'agit du profil des uns ou des autres. On peut bien avoir des opinions. En termes de vécu et de trajectoire. Je termine. Laissez-moi d'abord répondre à la question de fond. Oui. En quoi le départ de Idriss Seck affecterait le président de la République? Il ne l'affecte pas du tout. Vous le dites même, il avait dit dès le départ que Idriss Seck est dans l'opposition, qu'il en soit ainsi, c'est sa liberté. Alors, la liberté des gens, encore une fois, je n'ai pas d'opinion sur la liberté des gens, je respecte la liberté des gens. Cela dit, je comprends parfaitement l'analyse de Madiambal Diagne, mais là où je suis en contradiction avec Madiambal Diagne, c'est lorsqu'il veut comparer le Mali avec le Sénégal. Il n'y a pas de comparaison possible entre les deux pays. Je ne vois pas pourquoi on reprocherait à un homme politique qui a fait du chemin avec des alliés de gouverner avec ces alliés-là. Je ne vois pas pourquoi on ne lui reprocherait cela. C'est tout ce que le président Macky Sall a fait. Si aujourd'hui nous sommes dans un pays stable, politiquement, socialement stable, même s'il ne faut pas que nous dormions sur nos lauriers, c'est parce que le style politique du président Macky Sall consacre quelque part cette stabilité-là. En quoi faisant? En tenant sa parole politique. J'ai conquis le pouvoir avec vous, nous pouvons ensemble nous retrouver autour de l'essentiel et sur l'essentiel, bâtir le Sénégal nouveau dont nous rêvons tous, cristallisé autour de la coalition Benno Bokk Yakaar. Qu'il y ait un allié de la coalition qui soit parti, je trouve cela tout à fait normal. La coalition ne périclite pas pour autant. En même temps qu'il s'en va, je ne vois pas pourquoi je prendrais beaucoup plus au sérieux Idriss Seck que Abdoulaye Wilane du Parti Socialiste qui dit qu'il faut que nous sauvions Benno Bokk Yakaar pour prendre à bras le corps les problèmes auxquels les Sénégalais sont confrontés. Je ne vois pas pourquoi je prendrais beaucoup plus au sérieux Idriss Seck que Moustapha Niasse et Mamadou Ndoye de la Ligue démocratique qui viennent de proposer par exemple une alliance stratégique autour du président Macky Sall. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la presse a une préférence. Moi j'en ai une autre. Celle que j'ai moi, c'est que dans une démocratie, il est bien possible que des hommes et des femmes se retrouvent sur l'essentiel pour consacrer la stabilité, sans laquelle nous ne pouvons pas faire face aux problèmes économiques auxquels nous sommes confrontés. Et c'est à cela d'ailleurs que le gouvernement va s'attaquer. Question pratique. Quand on est au pouvoir, qu'on a une coalition qui vous soutient, oui. Leader de partis politiques comme Idriss Seck, je répète ma question, oui. Est-ce qu'il n'est pas préférable de l'avoir avec soi que de le voir en antagonisme? Il a été préférable d'avoir Idriss Seck dans l'entre-deux tours. Et il a fait une option libre de se joindre à l'alliance, à la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc c'est Idriss Seck qui est en contradiction avec son passé politique et non pas Macky Sall. À partir de cet instant-là, il faut savoir dire la vérité aux Sénégalais. Cela dit, nous ne sommes même pas dans la communication politique dès lors qu'il s'agit d'Idriss Seck. Nous sommes dans un temps médiatico-politique. C'est-à-dire c'est un temps partagé entre les journalistes et les hommes politiques. Et ce temps médiatico-politique est un temps qui consacre ce qu'on appelle le présentisme. Il faut occuper le présent pour exister. Le président Macky Sall, lui, il n'habite pas le présentisme, il n'occupe pas le présent pour exister, il agit, il prépare l'avenir en fonction de ce qui émerge du présent. Voilà les deux postures différentes. Il appartiendra aux Sénégalais de choisir la meilleure des postures. Alors, la coalition Benno Bokk Yakaar, Madiambal, vous avez rappelé qu'en février dernier, vous aviez déjà prédit ce divorce entre Macky Sall et Idriss Seck. Mais est-ce que c'est l'avenir, est-ce que ce n'est pas l'avenir de Benno Bokk Yakaar qui mérite réflexion? Tout simplement parce que beaucoup d'analystes disent que Idriss Seck est le premier à sortir, mais d'autres ont les mêmes ambitions que lui et que dans les prochains mois, on verra d'autres leaders de partis membres de Benno Bokk Yakaar faire la même chose. C'est peut-être insulter l'intelligence de ces membres de Benno Bokk Yakaar et de leur sens des responsabilités que de s'imaginer qu'ils seraient tenté de faire comme Idriss Seck, mais qu'il le ferait dans l'avenir. Pourquoi se gênerait-il de le faire maintenant?
Moi, je ne vois pas... Est-ce que la lecture que vous aviez des relations Idi-Maki, vous n'avez pas essayé de déceler cela dans les autres rapports que le président de la République entretient avec ses autres alliés? Non, je n'ai pas le sentiment. Aujourd'hui, si vous prenez par exemple la coalition Benno Bokk Yakaar, du point de vue du vécu et du parcours politique et de ce que l'on peut considérer comme un positionnement politique des différents leaders, aujourd'hui, Idrissa Seck, c'est le challenger naturel de Macky Sall à une prochaine élection présidentielle. Donc, je ne vois pas Moustapha Niasse dans cette même posture, je ne vois pas un autre responsable de Benno Bokk Yakaar dans la même posture que Idrissa Seck ou bien dans ces mêmes habits, d'opposants capables de pouvoir tenir la dragée haute à Macky Sall, autant du point de vue de l'âge que du point de vue du positionnement politique. Donc, c'est aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, un adversaire désigné de Macky Sall à une prochaine élection présidentielle. Donc, il est important qu'il prenne date dès maintenant. S'il y a quelqu'un dans la coalition Benno Bokk Yakaar qui se sentirait dans la même position qu'Idrissa Seck, il a intérêt à le faire tout de suite et maintenant. Plutôt d'attendre 1 mois ou 3 mois ou 6 mois de la présidentielle prochaine pour le faire. Donc, je ne suis pas devin, mais je ne pense pas que ceux qui sont aujourd'hui dans la coalition soient habités par une volonté de vouloir quitter le navire dans 1 an ou dans 2 ans ou dans 3 ans. On verra. Maintenant, la politique est assez secrète. Sur le même sujet, ce qui relève de l'anecdotique, c'est la présence de ministres, je nomme Pape Diouf et Oumar Gueye, qui sont des ministres quota réunis quand Macky Sall formait son gouvernement dès son accession à la présidence de la République. Ils restent dans le gouvernement, ils disent en tout cas Pape Diouf dit qu'il a suspendu ses activités au sein de ce parti, le parti d'Idrissa Seck. Est-ce qu'aujourd'hui, Pape Diouf, Oumar Gueye ne sont pas des cas d'absence de loyauté en politique? Ça vous étonne qu'ils se comportent comme ça? Moi je pense que Pape Diouf et Oumar Gueye avaient cessé d'être ministre quota de Rewmi depuis longtemps. Depuis que Idrissa Seck avait demandé clairement à ce que ces gens-là soient chassés du gouvernement parce qu'il n'était plus en phase avec lui et que Macky Sall lui avait refusé cela. Donc Rewmi ne pouvait plus se repérer et s'identifier à travers ces ministres-là. Et ils ont clairement dit depuis longtemps qu'ils ont gelé les activités au niveau de Rewmi, ils ne participent pas aux instances et rien de ce qui est décidé au niveau des instances de Rewmi ne les engage. Donc aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'éthique dans le comportement de Oumar Gueye et de Pape Diouf? Bon, mais qu'est-ce que vous appelez éthique par rapport à ça? Ils ont été dans un gouvernement, au nom peut-être d'une formation politique. Oui. Mais quand vous conformez ce gouvernement-là, Rewmi n'a pas été consulté, on n'a pas demandé à Idrissa Seck de désigner des gens. Ce que j'aurais compris, c'est qu'on demande à Idrissa Seck de désigner des gens, et des gens autres que Pape Diouf et Oumar Gueye, et que Macky Sall les maintienne dans le gouvernement. Macky Sall a mis une croix sur sa relation de collaboration avec Idrissa Seck, il l'a plus consulté depuis longtemps. Donc Pape Diouf et Oumar Gueye sont là-bas intuitifs, personnels. Ils sont membres du gouvernement à leur titre personnel et à leur nom propre. Donc ils ne répondent pas de Rewmi, ils ne dépendent pas de Rewmi. Moi je ne vois pas de c'est là où c'est très intéressant, le profil justement. Ça nous ramène au profil dont vous parlez hier. Le profil d'Idrissa Seck? Je ne parle pas du profil d'Idrissa Seck, je parle du profil en général des hommes politiques. Oui. Mais pourquoi Babacar Fall, Idrissa Seck aurait un profil meilleur que celui de Pape Diouf ou de Oumar Gueye? Vous êtes-vous intéressé au profil de Oumar Gueye? Vous êtes-vous intéressé au profil de Pape Diouf? Pourquoi Pape Diouf et Oumar Gueye n'auraient pas la même ambition politique, ne seraient pas tout aussi présidentiables qu'Idrissa Seck? Rien qu'en... À moins d'avoir une position plus claire. Je termine. Oumar Gueye et Pape Diouf sont deux Sénégalais honnêtes, responsables, qui ont fait leur choix, qui sont libres de leurs options, qui ont conduit des dossiers et qui les ont conduits admirablement, de sorte que le président de la République leur a à nouveau fait confiance. Je ne vois pas pourquoi au Sénégal on désignerait des personnes comme des présidentiables nés et d'autres personnes comme des suivants qui doivent suivre Idrissa Seck, y compris lorsque il va dans une direction indéfinissable. Parce qu'il part de Benno Bokk Yakaar, mais jusqu'à l'instant où nous parlons, il n'y a aucun communiqué de Rewmi qui explique les raisons pour lesquelles Idrissa Seck s'en va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être plus sérieux dans la manière
d'analyser les phénomènes politiques. Encore une fois, Oumar Gueye a un profil à lui, Pape Diouf a son profil à lui, il peut avoir la même ambition pour le pays que Idrissa Seck. Je ne vois donc pas pourquoi à partir de cet instant. Mais alors, je termine. Laisse-moi terminer. Juste dire que pendant qu'on y est, alors pourquoi vous de l'APR, vous autres de l'APR, n'affichiez pas les mêmes ambitions que Macky Sall, c'est-à-dire lorgner son fauteuil alors? Non. Comprenons-nous très bien. Nous parlons d'Idrissa Seck qui a claqué la porte de Benno Bokk Yakaar, sans dire pourquoi. Et vous vous demandez pourquoi, pour une question d'éthique, ces deux lieutenants, Oumar Gueye et Pape Diouf, ne l'auraient pas suivi. Je vous retourne la question, pourquoi suivraient-ils Idrissa Seck? Pourquoi n'auraient-ils pas, eux, une même ambition de servir leur pays qu'Idrissa Seck? C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, pour des raisons personnelles, Pape Diouf suspend sa participation à Rewmi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, sur les libertés, il ne sert à rien d'avoir une opinion sur la liberté des gens. C'est Socrate repris par Platon dans sa République, et d'ailleurs c'est tout le propos de la République de Platon, qui dit que la libre circulation des opinions est consacrée, mais de toutes les opinions, il n'y en a qu'une qui est vraie. Et il faut savoir couper dans les opinions pour trouver l'opinion vraie. L'opinion vraie, et c'est tout le propos de la République de Platon, c'est l'opinion selon laquelle il faut diriger la cité selon la justice. Donc diriger la cité, l'opinion grâce à laquelle on dirige la cité selon la justice est la seule opinion vraie. Pourquoi voudriez-vous, vous, que l'opinion de Seck serait la vraie et les opinions de Oumar Gueye et de Pape Diouf seraient les opinions? Je ne suis pas dans cette posture-là. On est en train de débattre. On est en train de débattre. On commente. On est en train de débattre et nous débattons bien. On va rester dans le gouvernement. Oui. Mimi Touré, Aminata Touré, Madame le Premier ministre qui a tenu en tout cas son premier conseil, sa première réunion gouvernementale dirigée donc par le président de la République. Donc Aminata Touré, Premier ministre, première réunion du Conseil des ministres cette semaine. Dites-nous, Madiambal Diagne, quel est le commentaire que vous faites des déclarations du gouvernement à travers son porte-parole sur ces super priorités, l'emploi des jeunes et des femmes? Une redite, tous les gouvernements le disent. Oui, cela va de soi que chaque gouvernement doit annoncer ses ambitions. Les ambitions dans un pays comme le nôtre, gangréné par le chômage, gangréné par la pauvreté, par l'absence d'infrastructures. Tout est prioritaire dans notre pays. Mais le gouvernement a semblé montrer de l'allant. Le gouvernement a semblé montrer d'une bonne volonté. Le gouvernement semble vouloir relever des défis. Il faut juger le maçon au pied du mur. Les intentions sont bonnes, elles sont affichées, et je pense quand même qu'il y a de la qualité dans ce gouvernement-là. Les nouvelles entrées me donnent entièrement satisfaction. Je pense que pour une fois, on a pris le temps de réfléchir sur les profils des personnes qu'on a mis au gouvernement. Ces personnes rassurent et donnent de l'espoir. J'ose espérer que cet espoir-là ne sera pas déçu. On ne peut pas aujourd'hui juger un gouvernement sur la base de ses intentions. Le gouvernement n'a pas fait autre chose que ce qu'il devait faire. C'est-à-dire que voilà le cap que nous nous fixons, voilà ce que nous voulons faire. Ils viennent de s'installer, comme vous le dites, c'est le premier conseil des ministres. J'ose espérer pouvoir les juger après les avoir vus à l'œuvre. Mais en tout cas, la tonalité, le discours, la posture me rassure. On parle beaucoup d'emploi des jeunes. La fonction publique ne peut pas prendre tout le monde. Elle en prend une infime partie de toute cette population de demandeurs d'emploi. Est-ce qu'aujourd'hui, s'il y a à favoriser l'environnement économique pour que les jeunes créent leurs entreprises ou que le secteur privé en absorbe, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que le Sénégal a fait des efforts dans ce domaine pour permettre quand même à l'emploi des jeunes de devenir un vieux souvenir? Moi, je considère que sur la question de la relance économique, parce que tout est lié à la relance économique, la création d'emplois, le dynamisme de l'économie tient à cela. Je pense que le gouvernement a beaucoup à faire maintenant. Il y a des gens qui ont une certaine responsabilité, qui ont des ambitions et qui ont dégagé une feuille de route, qui doivent l'appliquer. Attendons de voir ce que ça va donner. Mais il est clair dans la tête de tout le monde que les emplois ne peuvent pas être faits des emplois publics.
Je crois qu'on a dépassé cet âge où c'est l'État qui était le principal pourvoyeur d'emplois. Aujourd'hui, les emplois, il faut les trouver dans le secteur privé, avec des secteurs porteurs d'emplois comme l'agriculture, comme les mines, les services et autres. Le gouvernement semble être dans cette logique. Le président Macky Sall a dit qu'il veut s'appuyer sur l'agriculture pour impulser le développement économique et social au Sénégal. Ce projet tarde à être mis en œuvre. Nous pensons que le gouvernement aura l'occasion de matérialiser cela. Parce qu'il faut dire aussi qu'il y a eu un frottement sur ce secteur-là. Comment un gouvernement qui vient de s'installer dit que moi, j'ai pour priorité de développer le secteur d'agriculture. On a en 18 mois 3 ministres de l'agriculture. Ce qui veut dire que le casting n'a pas été le plus pertinent possible à ce niveau-là. Il y a une personnalité qui semble s'y connaître, qui a le profil qui peut inspirer confiance. Attendons de voir cette personnalité. Il y a des secteurs aussi, disons, de l'habitat social. Le gouvernement a de réelles ambitions dans ce secteur-là. Hier, je discutais avec quelqu'un qui est membre de l'APR, qui semblait, et puis je peux même donner son nom, je parlais avec Mimi Touré au téléphone, la première ministre, on se taquinait, on me disait, mais écoutez, tout ce qu'Abdoulaye Wade a pu faire peut-être en route, mais que ça le fera en logements sociaux. C'est déjà bien. C'est déjà bien. Comme ambition, il faut maintenant traduire ces ambitions-là en réalité sur le terrain. Et j'ose espérer que le gouvernement se donnera les moyens de le faire. Donc la volonté est là, les ambitions sont là. Le gouvernement doit se trouver les moyens de pouvoir mettre cette politique-là en branle au bénéfice des populations. Donc moi je crédite le gouvernement d'un a priori favorable. Je crédite le gouvernement par rapport à la volonté, par rapport aux ambitions et surtout par rapport aussi au profit des personnes qui ont été assignées à certaines tâches. Je serais surpris de voir demain certaines personnalités échouer aux fonctions qu'on leur a confiées. C'est pour cela qu'il faut qu'on soit très prudent, parce que quand Abdoul Mbaye était nommé Premier ministre, avec les profils qu'il y avait dans son gouvernement, on nous avait prédit que c'était un gouvernement technique et performant. 18 mois après, on a constaté le contraire. Pour amener d'autres parler d'accélération. Babacar, je vais vous interrompre sur ce point. Je vous interromps, il ne faut pas traverser l'histoire. Il y a des personnes qui se sont élevées très tôt pour dire que ce gouvernement n'ira nulle part. Vous savez, il y a une figure emblématique de la Révolution française qui s'appelle Jean-Paul Marat. Il avait l'habitude de dire que quel dur métier que d'avoir raison tôt. Il y avait des gens qui avaient dit que ça n'allait pas. On ne les avait pas écoutés, on les avait à la limite insultés. Et on a fait des représailles contre ces personnes-là. Il y a des gens qui ont été constants en disant que le gouvernement Abdoul Mbaye n'allait rien faire et c'est le résultat auquel on est assisté. Voilà. Alors, Mimi Touré arrive pour parler d'accélération. Comment est-ce que la machine commence à s'emballer pour que les choses aillent vite que sous Abdoul Mbaye? Vous savez, pourquoi je suis à l'aise avec ce gouvernement? Je me réjouis d'être dans la même... d'apprécier de la même manière que Madiambal Diagne, le nouveau gouvernement. Ce gouvernement me rassure du fait de la cohérence avec laquelle ce gouvernement a été... le casting, la cohérence d'ensemble. Le dernier communiqué du Conseil des ministres est très clair. Le président de la République intime le gouvernement à faire cap sur la relance économique, la croissance, l'emploi et le progrès social. Voilà le cap que le président de la République indique à ce gouvernement-là. Mais le président de la République ne se contente pas tout simplement d'indiquer ce cap, qui est le seul cap bon au Sénégal, compte tenu des problèmes auxquels les populations sénégalaises sont confrontées. Ce qui rassure davantage, c'est que le président de la République se donne les moyens lorsqu'il fixe ce cap-là. En quoi faisant? En disant que désormais les programmes du gouvernement sont des programmes qui doivent être gérés selon l'approche de la gestion axée sur les résultats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement est attendu aux résultats. Et le gouvernement de Mimi Touré se donne les moyens de répondre à cette demande pressante du chef de l'État, gestion des programmes selon axée sur les résultats. En quoi faisant en particulier? En remettant dans le gouvernement le ministère du plan. Parce qu'il faut évaluer ce qui a déjà été fait pour apporter des correctifs et consacrer l'accélération, ainsi que le dit le Premier ministre. Mais il faut également, une fois que les nouveaux programmes
sont mis en chantier, y compris en particulier dans le domaine de l'emploi des jeunes et des femmes, qu'il y ait une bonne planification. Autrement dit, que les objectifs soient clairs, que les stratégies soient des stratégies claires, que les indications de mise en œuvre soient des indications claires, que les allocations de ressources soient des allocations de ressources acceptables et qu'il y ait le suivi, évaluation. Et pour cela, il faut en toile de fond ce que le président demande au gouvernement, l'appropriation par les populations des objectifs, des stratégies, des indications de mise en œuvre pour un suivi, évaluation pouvant déboucher sur la gestion, axée sur les résultats, mais sur les résultats du développement. Parce que là également, il ne faut pas tomber dans un piège dans lequel nous sommes tombés depuis l'indépendance. Quel est le piège? Le piège, c'est d'avoir réussi l'organisation, d'avoir réussi le management des entités au plan interne et de n'avoir pas répondu, amélioré les conditions de vie des populations, tout en leur offrant des choix et des possibilités nouvelles. Voilà l'optique de ce gouvernement. C'est la raison pour laquelle je comprends parfaitement pourquoi un observateur critique comme Madiambal Diagne, à travers ces lundis de Madiambal, considère qu'on peut d'ores et déjà partir d'un préjugé favorable. Remue-ménage, Abdoulaziz Diop, conseiller à la présidence de la République, Madiambal Diagne, patron du groupe de presse Avenir Communication, nos invités. Nous allons aborder le dernier sujet de cette émission, j'espère. Le dernier sujet, Karim Wade, qui a reçu une nouvelle mise en demeure dans la traque des biens dits mal acquis. Demain, lundi ou mardi 17 septembre, cela va faire 6 mois que Karim Wade sera sous les verrous, emprisonné à Dakar, à la prison de Rebeuss, après un premier mandat de dépôt. Aujourd'hui, avant que ce délai n'arrive, on a l'impression que les choses s'accélèrent pour lui. Peut-être infliger une nouvelle mise en demeure, un nouveau mandat de dépôt sans doute. Est-ce que Madiambal Diagne, vous pensez que les choses se déroulent bien dans ce travail de la justice sénégalaise à travers la CREI, la Cour de répression de l'enrichissement illicite, concernant la traque des biens mal acquis? Enfin, je dois dire que ce n'est pas le 17 septembre que l'échéance de 6 mois va arriver à terme. C'est le 17 octobre. 17 octobre. Ils ont été placés sous mandat de dépôt, je crois, le 17 avril. La procédure voudrait qu'en 6 mois, les investigations de la commission d'instruction doivent être bouclées et qu'une décision de clôture puisse être prise. Entre-temps, la procédure a connu un rebondissement. Lequel rebondissement voudrait que le parquet spécial serve une nouvelle mise en demeure pour des faits nouveaux découverts au cours des investigations, et la loi donne à Karim Wade 1 mois pour répondre à ces allégations, pour voir quelle attitude la commission d'instruction et le parquet spécial prendront avant que la commission d'instruction doit saisir d'une nouvelle demande d'inculpation. Donc on n'en est pas arrivé encore à cela. Moi j'étais a priori, je m'attendais à ce que Karim Wade, après 6 mois, ne soit pas élargi de prison. Pour simplement des raisons objectivement politiques. Tout à fait. Je ne vois pas le gouvernement se risquer avec tout ce qu'il y a eu comme branle-bas sur la traque des biens mal acquis. Laisser Karim Wade sortir comme ça triomphalement. Je pense que c'était un problème. Et les investigations qu'il faut mener pour traquer ces biens mal acquis demandent du temps. Et ces investigations ont donné des résultats. Les commissions rogatoires internationales, les délégats judiciaires internationaux qui ont été donnés ont produit des choses sur lesquelles on peut considérer de façon probante qu'il y a matière à poursuivre quelqu'un et à le placer sous mandat de dépôt. Je trouve qu'il y a des mouvements, rien que sur, par exemple, la commission rogatoire de Monaco avec la Julius Baer Bank, des transactions de plus de 94 milliards dans des comptes bancaires. Mais quel est le rythme d'activité qui voudrait cela? Et aujourd'hui, la loi indique qu'il ne faut pas justifier un patrimoine. Ce patrimoine qui a transité par ces comptes-là, Karim Wade ne peut pas les justifier objectivement. Comme il n'avait pas pu justifier les montants qui étaient passés rien que dans ces comptes à Dakar. Je crois que parfois aussi, on fait beaucoup trop d'amalgame. Et malheureusement, la communication... Attention aussi de ne pas faire le procès de Karim tout de suite. Non, mais justement, vous posez des questions, il faut qu'on vous réponde. Faire le procès de Karim, ça se fera devant la justice si la procédure arrive à terme. Mais il y a des faits qu'on ne peut pas ne pas interroger. Et ces faits sont là.
Moi, je ne suis pas pour la CRI. J'ai trouvé, et je l'ai dit et je l'ai écrit, moi, j'aurais choisi une autre procédure contre Karim Wade. Je n'exclus pas aussi que la gestion de la l'OCI, qui a été une gestion scandaleuse, moi, je suis passé tout à l'heure par le tunnel là, de la Corniche avant d'arriver ici. Il pleut, mais moi, dans quel état ce tunnel-là, et on me dit que ce tunnel-là a englouti 10 milliards. Vous pensez que moi, je peux accepter en tant que citoyen sénégalais, avec mes deniers publics, qu'on ait dépensé autant d'argent comme ça, simplement que je demande des comptes à ceux qui l'ont dépensé? Je pense que sur la gestion de l'ANOCI, il est important que le procureur de la République ouvre l'information judiciaire et punisse les personnes et demande à punir les personnes qui ont pu faire preuve de malgouvernance. Je crois qu'il faut qu'on accepte dans ce pays-là que la justice soit rendue de la façon la plus équitable. Ce que je ne peux pas cautionner, c'est vrai, c'est que la justice doit aussi agir en fonction des règles de droit. Tout à fait. En respectant les droits des personnes mises en cause. Le pire criminel a aussi des droits qu'il faut respecter. Je trouve inacceptable qu'on puisse, par exemple, au niveau de la CRI, traquer des personnes qui sont malades, qui sont sorties de prison pour cause de maladie. Des personnes dont, par exemple, l'état de santé nécessite un déplacement à l'étranger, qu'on leur refuse cela. On peut rendre la justice avec humanité et humanisme. Je trouve que les Mbaïdiaï qui sont là, qui doivent être évacués de façon médicale sanitaire pour un plateau médical apte à les prendre en charge, que les biobourgies puissent être autorisés à aller se soigner et revenir. Parce que si vous prenez ces gens-là, moi je ne vois pas comment les gens peuvent se soustraire à l'action de la justice, ces gens-là. Ils ont tout leur patrimoine ici. Quelqu'un qui est inculpé, mis en liberté provisoire et qui est autorisé à aller se soigner, qui prend la poudre d'escampette, mais c'est le meilleur aveu de sa culpabilité, et c'est perdre tout son patrimoine qui est ici. Le patrimoine qu'on le reproche pour une bonne part, et je vois pour l'essentiel, surtout que le gouvernement, à travers son porte-parole, dit qu'on ne traque pas des personnes, on traque des biens. Alors, Madame Aldia, merci. Abdelaziz Diop, une bonne chose, vous autres de la PR, du pouvoir, vous, collaborateurs du président Macky Sall et votre patron Macky Sall, que Karim Wade reste encore en prison. Hein, c'est une bonne chose. Et dans ce que Madame a dit, on peut même sous-entendre que oui, le gouvernement va donner corps et âme pour... Je vais être très clair avec vous. Je ne souhaite qu'aucun Sénégalais reste en prison. Je ne souhaite qu'aucun Sénégalais n'aille en prison. De même que je ne souhaite pas moi aller en prison, pourquoi aurais-je souhaité que l'autre aille en prison? S'y ajoute que je suis d'autant plus conforté dans cette idée que l'article 91 de ma Constitution est très clair. Il dit que le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi. C'est d'ailleurs ce qui fait de Sidiki Kaba un bon ministre de la Justice, puisqu'il est droit de l'homiste. Alors, cela dit, la seule chose qu'il faut comprendre dans cette affaire, et Madiambal a été assez clair dans son développement, la seule chose qu'il faut comprendre dans cette affaire, c'est que le Sénégal a envoyé depuis un an des délégations judiciaires en direction des pays qui hébergent des comptes offshore et qui a une traçabilité de transactions financières qui s'évaluerait à 100 milliards. Ces délégations judiciaires, une fois que la voie qui doit être suivie est suivie de pays à pays, l'instruction, les renseignements sont faits par le pays à qui a été adressée la délégation judiciaire. Et lorsque les informations remontent et arrivent au Sénégal et atterrissent au ministère de la Justice, on ne peut en faire qu'une exploitation judiciaire. Laissons la justice faire une exploitation judiciaire de la traçabilité de transactions financières, dès lors que les délégations judiciaires ont été dépêchées dans des pays hébergeant des comptes offshore tels que Monaco. Karim Wade qui reste en prison sans doute pour encore longtemps, si après la nouvelle mise en demeure, je veux dire du point de vue politique, je répète, le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi. Ça c'est la théorie, parce que l'exécutif est le parrain. L'exécutif est le parrain. Laisse-moi terminer. Du parquet spécial. L'émission s'est bien passée, je la termine. Je compte bien la terminer en disant quelque chose de très simple. Un homme et une femme. Le mot prison n'existe pas dans la Constitution. Le mot détention n'apparaît qu'une seule fois dans la Constitution. C'est une constitution pour les droits et libertés. Ce que je veux dire par là est très clair. C'est qu'un homme et une femme ne restent en prison que lorsque la justice le décide.
Notre système prévoit qu'un homme ou une femme ne peut rester en prison que lorsqu'un tribunal aura décidé qu'il reste en prison. Je vous remercie Abdoulaziz Diop tout en précisant que vous parlez de justice qui doit décider que en la matière, ce sujet Karim Wade, le procureur spécial, son patron, c'est le ministère de la Justice, lequel a comme patron le Premier ministre et le Président de la République. Merci Madiambal Diagne, journaliste, vous l'êtes toujours, hein, vous n'êtes pas comme les Abdoulatif Coulibaly, ancien journaliste. Madiambal Diagne, journaliste, patron d'Avenir Communication. Aziz Diop, ancien chroniqueur, lui il est ancien chroniqueur à la Gazette, ministre conseiller à la présidence de la République. Conseiller spécial à la Conseiller spécial. Tout le monde n'est pas ministre conseiller. Conseiller spécial. Merci Abdoulaye Diop à la technique, présentation Babacar Fall. Dimanche, retrouvez Alassane Samba Diop, c'était Remue Ménage. Bon dimanche. You waste your time with haters.